Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus et d'avoir bravé. Alors, les grèves sont terminées, paraît-il, aujourd'hui, mais quelques petits problèmes de métro et alors, si, peut-être des grèves Air France. En tous les cas, merci d'être si nombreux ce matin à la plénière d'ouverture du Salon Stratégie Client, salon que nous connaissons bien puisque la FRC fête ses 20 ans et il y a 20 ans, nous créons avec les organisateurs ce fameux salon qui s'appelait autrefois le CK, Salon européen des centres d'appel. Donc c'est devenu une tradition. Nous ouvrons maintenant avec cette plénière d'ouverture le salon et nous choisissons un thème différent chaque année. Cette année, nous allons choisir le thème de l'émotion puisqu'il faisait partie aussi des palmes de la relation client en 2017. Donc l'émotion au cœur de l'expérience client et de l'expérience collaborateur. Autour de moi, nous avions prévu d'être 3. Il y a eu un empêchement de dernière minute, donc nous serons tous les 3 ensemble, mais deux invités. Gaël Salin, à ma gauche, qui est directeur des centres de relations clients particuliers du groupe EDF, et Jean-Baptiste Bouzige, qui, lui, apportera son expertise en tant que data évangéliste, mais je vous le présenterai tout à l'heure, il a plein d'autres facettes. Et donc Vincent Michelot d'Oscaro nous a fait défaut hier soir, donc je n'ai pas pu retrouver un intervenant. On l'excuse. Alors, je vous rappelle que la FRC, tout le monde connaît la FRC, il y a plein de gens dans la salle qui nous connaissent, des membres de la FRC, puisque c'est devenu la plus grande communauté des professionnels de la relation client et de l'expérience client. Nous avons 3500 membres, créés en 20 ans, et nous sommes devenus une organisation, un think tank, qui aide aujourd'hui les entreprises à se transformer par l'expérience client et par l'expérience et par l'engagement collaborateur. Pour les 3 prochaines années, la FRC se positionne un peu comme un laboratoire d'idées pour vous donner non seulement des bonnes pratiques, mais aussi se tourner vers l'avenir. Et on est un espace d'expérimentation qu'on crée dans nos ateliers, dans les différents événements que nous créons, pour apporter des solutions aussi aux entreprises qui souhaitent se transformer par l'expérience client. Notre vœu le plus cher, et vous le savez depuis tant d'années qu'on se connaît, c'est d'arriver à créer en fait une valeur portée par l'expérience client au sein de l'entreprise. Quand les entreprises se valoriseront, et se valorisent aujourd'hui par des notions de RSE, mais si un jour on arrive à créer cette relation client-value et la porter au plus haut des valorisations d'entreprise, des directions générales et des DAF, on aura rempli notre mission puisqu'on a été souvent décrié dans ce salon même. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'enfin, l'heure est en train d'arriver, surtout avec un certain nombre d'accélérations avec des nouvelles technologies. On va en parler tout à l'heure. Alors la FRC, je vous disais, c'est un laboratoire d'idées. Nous sommes partis au CES de Las Vegas. On a emmené une délégation en janvier dernier, c'était il y a 3 mois. Et permettez-moi de partager avec vous quelques tendances que nous avons ramenées dans nos valises. Si vous êtes d'accord, je vais vous donner en fait ce que nous avons découvert sur des stands comme Mercedes, avec une femme assez incroyable, Daniela Walter, qui était évangéliste elle-même chez Mercedes, et elle travaille au sein de la direction générale. Elle nous disait que le comportement du consommateur sur les 10 prochaines années allait se transformer beaucoup plus vite que ce qu'on a encore connu. Et comme tendance qu'elle nous notait, c'est qu'il est dans sa tête urbain, bien sûr. On voit les grandes villes, les populations se concentrer sur des grandes villes, avec bien sûr l'impact sur la mobilité que ça va avoir, avec des villes gigantesques, on pense à la Chine, mais on pense aussi à des villes européennes ou aux États-Unis. L'individu, ce consommateur, sera advanced living, donc il est de plus en plus technologiquement connecté en permanence, jour et nuit. On voit la connectivité se développer très fort. Tous les objets connectés étaient au CES de Las Vegas sur tous les stands. Et Dieu sait si on rentre dans des détails qu'on ne connaissait pas autrefois. Des vêtements connectés, il y avait tout un stand gigantesque sur le sport. Le self-tracking aussi. Donc ça, on en parlera peut-être ensemble. Mais on voit des groupes comme Alibaba arriver en France pour scanner et pour nous faire des paiements, autoriser les paiements avec simplement le facial et nous scanner dans nos villes. La troisième grande tendance, c'était on est dans un seul monde, One World. Donc on voit l'émergence de Global Citizens, un rajeunissement de la population, et le rajeunissement de la population va entraîner des comportements et des standards de consommation qui seront très très différents apportés par la jeunesse. Et puis
hélas, on ne va pas être trop pessimiste, mais un world disorder, c'est-à-dire des instabilités politiques, un changement climatique qui va nous impacter avec des turbulences fortes, et on voit une polarisation aussi entre les riches et les pauvres. C'est un peu ce qui arrive aussi dans nos pays, hein. Donc on sent que ces 4 grandes tendances vont impacter fortement le comportement du consommateur et donc la relation client et l'expérience client. Alors dans ce monde complexe, l'individu cherche sa place, hein, l'état d'esprit des consommateurs est marqué, on le voit bien, on se voit tous, on s'observe, et c'est ce qu'elle notait aussi, Daniela Walter, le narcissisme, on est tout le temps en train de se faire des selfies, une nouvelle masculinité, donc il y a la fin des frontières entre les genres, le post-matérialisme, ça nous intéresse beaucoup, puisque la FRC a toujours défendu les théories de Michel de Bonneuil, l'économiste qui disait on va vers l'ère du quaternaire. Donc le post-matérialisme, hein, l'usage remplace complètement la propriété. On le voyait sur le stand de Mercedes. Mercedes va louer de plus en plus de solutions de mobilité avec les nouvelles Smart qui se connectent avec l'ensemble des piétons qui sont autour d'elle et qui prévoient ce qui va se passer sur la route. Donc c'était très très intéressant de voir ce que Mercedes est en train de faire. Et puis bien sûr, privilégier les échanges peer-to-peer. On le fait tous les jours avec l'événement de la blockchain, les crypto-monnaies, l'ICO et tout ce qu'on entend actuellement. Alors voilà les tendances qu'on a ramenées du CES de Las Vegas. Ce qui nous a frappé le plus, c'est les commandes vocales. On vient tous du centre d'appel hein, dans ce salon, mais la commande vocale va prendre le pas petit à petit sur des commandes écrites avec nos clics. Donc ça nous a frappé. Et surtout, l'usage, le produit devient totalement, je dirais, pas absent, mais en tous les cas, il s'efface petit à petit sur l'usage qu'on aura avec cette intégration, donc le quaternaire, service et le bien. Bien, alors maintenant, passons, après cette introduction, à notre table ronde avec nos invités. Donc nous avons choisi cette année l'émotion, comme je vous disais, au cœur de l'expérience client et de l'engagement collaborateur. Quels sont les enjeux pour les entreprises, évidemment, à l'ère de l'intelligence artificielle? On se parlait juste au café ensemble en se disant, mais c'est un terme qui ne veut rien dire, mais aujourd'hui, il est devenu tellement à la mode, dans la presse, dans les télévisions, que même s'il regroupe plein de notions, que les ingénieurs qui sont avec moi pourront définir, mais en tous les cas, l'intelligence artificielle, c'est devenu le terme générique qui décrit l'accélération de ces nouvelles technologies. Alors, jamais la relation client, justement, et l'expérience client n'ont été aussi au cœur de l'entreprise. Et le rythme des innovations avec l'intelligence artificielle va justement nous faire émerger encore plus de valeur. C'est ce qu'on rêve, mais je pense que c'est ce qui est en train d'arriver. La FRC a été très présent en 2017 à l'occasion de France-IA, vous savez, le rapport qu'on a remis à François Hollande. Et puis ensuite, ça s'est transformé avec la mission Villani, où nous avons été aussi interrogés. Et nous faisons partie aujourd'hui du conseil d'administration du Hub France-IA. Donc nous nous intéressons beaucoup, évidemment, à cet écosystème et à tout ce qui va en émerger à travers ces groupes de travail. Et on parlera de relations clients augmentées, d'expérience client augmentée, augmentée par ces technologies, pour augmenter bien évidemment les capacités du consommateur, mais aussi celles du téléconseiller. Et nous pensons, en tous les cas c'est notre credo et je vais le partager avec les invités, les intervenants ce matin, nous pensons que l'émotion, qui encore est un privilège de l'humain, pourra justement créer cette différence, créer la différenciation entre les marques dans cet univers, dans cette ère de l'intelligence artificielle. Alors à mes côtés, pour cette plénière d'ouverture, donc Gaëlle Salin, directrice des centres de relations clients en particulier, mais surtout lauréate 2017 de la Palme du meilleur directeur de l'année. On était très fiers. Bon, pour ceux qui connaissent Gaëlle, maintenant elle est sur toutes les antennes de télévision. Elle est partie sur BFM pour défendre son titre. Évidemment, c'est très fier. On est très fiers. Je crois que ses collaborateurs étaient très fiers. Son président également. Donc Gaëlle a été en 2017 le directeur de la relation client de l'année. Et elle remettra son titre aux Palmes 2018 qui auront lieu en octobre prochain. Et puis Jean-Baptiste Bouzige. Alors Jean-Baptiste Bouzige, lui, il est expert data évangéliste, ingénieur, et il est aussi CEO d'une entreprise qui s'appelle Equimetrix, qui aujourd'hui est en train de nous apporter pas mal de valeur aussi, ce qu'on disait tout à l'heure autour de l'expérience client. Alors je vais leur demander dans un premier temps de présenter leur activité, puis on rentrera tout de suite après dans le vif du sujet. Donc Gaëlle, si vous voulez bien nous présenter ce que vous faites chez EDF, hein, on a l'impression que c'est gigantesque quand on voit les chiffres.
Oui, bonjour Eric, bonjour à tous. Alors donc en effet, je suis directrice du service client d'EDF. C'est à peu près 5000 conseillers qui sont tous basés en France. Et ça, c'est important pour nous, qui répondent à peu près chaque année à 25 millions d'appels. Et dans la continuité de ce que vous disiez, en effet, dans une relation de plus en plus omnicanale, eh bien pour nous, l'humain a vraiment de l'importance. On a une relation en effet en self-care qui se développe de plus en plus et qui est plutôt bien installée à travers le site internet et à travers notre appli mobile. On va voir aussi l'automatisation, la robotisation est relativement bien rodée dans nos processus, mais on attache beaucoup d'importance à cet humain qui est vraiment une valeur sûre. Donc on est vraiment complètement en phase avec on va dire le thème de cette table ronde. On va voir l'émotion au cœur de l'expérience client et l'expérience collaborateur. On va voir que l'arrivée de l'intelligence artificielle, quel que soit son nom, est bien loin de déshumaniser notre relation parce qu'elle va nous permettre à tous les conseillers de traiter des informations plus fines, de pouvoir apporter en effet cette information et ce service au client qui l'attend, et également de faire évoluer les métiers de la relation client. Tu parlais de conseiller augmenté. Et on parlera peut-être aussi de dresseurs de bots. Voilà, donc pour finir, en effet, cette relation client à EDF, c'est 25 millions d'appels, mais c'est aussi 90 millions de pages vues sur le site internet, 5 millions d'applis téléchargés et également plusieurs centaines de milliers de conversations sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Combien de clients? Je crois que c'est gigantesque. 25 millions de clients. 25 millions de clients. On est tous clients d'EDF. Bon. Presque tous. Merci Gaël. Donc Vincent Michelot n'a pas pu venir. Je suis désolé. Donc c'est Jean-Baptiste qui va se présenter. Et peut-être commencer aussi par nous définir un peu ces terminologies. Data scientist, data évangéliste. Oui, on comprend que la data, c'est important. Je découvre le terme data évangéliste. Je trouve qu'il y a un petit côté gourou qui me fait un peu peur. Je vais peut-être vous décevoir parce que je pense que ce ne sera pas un angle gourou, au contraire, parce que ce qu'on fait quand on touche à la data, c'est souvent des choses relativement simples et on a coutume de dire que ce qu'on connaît actuellement, c'est pas vraiment une révolution. Donc, alors, juste en quelques mots, mon parcours. Moi, j'ai une formation d'ingénieur et j'ai eu la drôle d'idée, il y a 13 ans, de vouloir travailler dans le secteur de la publicité. Et j'ai commencé ma carrière chez DDB où il a été très difficile de se faire une place en tant qu'ingénieur. Je voulais faire du planning stratégique et finalement j'ai fini par essayer d'importer des méthodes de modeling en France. Et comme ça restait très très compliqué, avec 4 copains, on a monté Equimetrix il y a 11 ans. Et aujourd'hui, on a la plus grosse équipe de data scientists en France et puis une bonne taille d'équipe même à l'international, puisqu'on est 170 data scientists. Et donc, data scientist, c'est toujours pour nous un peu dur de définir le terme parce qu'on est un peu comme Monsieur Jourdain, on a l'impression que vous êtes de la data science sans le savoir. Et donc, la meilleure définition qu'on peut en donner avec ces 11 ans de recul, c'est de se dire comment quelqu'un qui manipule de la donnée peut créer de la valeur pour les entreprises grâce à un positionnement vraiment à l'intersection de toutes ces méthodes-là, que ce soit des méthodes statistiques classiques, des méthodes de machine learning, de deep learning, qu'on préfère, nous, au terme intelligence artificielle. De cette intersection de ça, puis du business, avec une profonde connaissance des secteurs dans lesquels on doit intervenir, une vraie connexion avec les équipes métiers, pour être capable, finalement, d'avoir la qualité la plus importante dans notre métier, qui est un métier de traducteur. Être capable de traduire des problématiques business, des problématiques humaines en des algorithmes. Mais le chemin retour est encore plus important. C'est-à-dire que faire des algorithmes boîte noire ou des algorithmes qui seraient impossibles à interpréter, finalement, ça a peu de sens et en général peu de valeur. Il faut être capable de faire ce chemin retour pour qu'il y ait une vraie adoption des algorithmes par les équipes et puis une vraie valeur créée et comprise par le client. Et je pense que ça, c'est d'autant plus important avec les lois qui vont arriver d'ici un petit peu plus d'un mois sur la donnée personnelle. Le 25 mai, une date à retenir le 25 mai, le RGPD. Oui, et ça reboucle vers une notion marketing qui commence à dater un peu, mais qui est probablement une des choses les plus importantes quand on a un tel nombre de canaux possibles aujourd'hui, qui est le permission marketing, et qui est de dire un peu comment je pense valeur client d'abord,
pour que le client finalement m'autorise à lui parler avec des messages d'entreprise. On n'est plus du tout dans quelque chose de très top-down où les entreprises, les annonceurs parlent au client avec un message corporate formaté. Il faut que le client soit prêt à nous entendre et qu'on réponde à des questions spécifiques. D'où cette notion d'émotion, d'humain. Et donc, nous, dans la façon dont on a monté notre entreprise, et puis dans ce côté évangéliste, oui, parce que défendre cette vision sur le marché, c'est pas si simple, parce qu'on a un marché qui est polarisé par la technologie, et donc c'est beaucoup plus simple de dire qu'on a un produit et que c'est clic-bouton ou plug-and-play. Toutes les valorisations sur le marché se font comme ça. Et donc, il faut aller un peu à contre-courant pour toujours rappeler que, in fine, la décision humaine, la capacité à interpréter des modèles, à raconter une histoire, c'est probablement une des zones dans laquelle on peut créer le plus de valeur. On y reviendra tout à l'heure, mais il ne faut pas perdre évidemment en tête que ce qui intéresse toutes les marques, toutes les entreprises, c'est de connaître ses clients pour les satisfaire et pour les fidéliser. Donc c'est ça les trois fondamentaux qui nous animent aujourd'hui. Alors, on va pas continuer à définir deep learning, machine learning. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais on voit bien que derrière IA, il y a énormément de concepts. Passons tout de suite au vif du sujet. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que l'humain sera un marqueur de différenciation à l'ère de ces nouvelles technologies et comment les entreprises pourront se transformer par l'expérience client, grâce à l'expérience client, en mettant l'humain au cœur, aussi bien qu'il soit client ou qu'il soit collaborateur. Je pense qu'une entreprise comme EDF aussi a à se transformer avec les comportements qui évoluent des consommateurs dont on parlait tout à l'heure. Donc comment vous faites pour vous différencier par l'humain ? L'humain, en fait, c'est quelque part à la fois et le moteur et la réponse à cette robotisation croissante, à cette évolution de la relation client. Ce qu'on cherche aujourd'hui, vraiment à développer une relation de plus en plus omnicanale, à la fois digitale et humaine, l'une avec l'autre, pas l'une contre l'autre, pas l'une sans l'autre. Et en effet, plus on développe du digital, plus on développe de l'intelligence artificielle, et plus on souhaite également que l'humain soit vraiment au cœur. Et c'est vraiment le lien de confiance qu'aujourd'hui, à EDF, on souhaite garder avec nos clients. Alors, c'est sûr que pour nos clients, l'intelligence artificielle, derrière, c'est la promesse d'une relation plus fluide, plus attentionnée, tout ce qui va être permis grâce au marketing prédictif, grâce aux nouveaux canaux de messagerie, aux nouveaux assistants, aux nouveaux bots. Et ça va permettre, en effet, d'avoir une surface de contact étendue avec nos clients. On peut être en relation avec eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour nos clients, ça va permettre également un gain de temps pour tous les utilisateurs, que ce soit d'ailleurs le client comme le conseiller, puisque derrière, ça permet une automatisation des tâches répétitives, des tâches un peu chronophages et sans valeur ajoutée, pour pouvoir vraiment consacrer du temps à ce qui a vraiment de la valeur pour le client, de la valeur aussi pour le conseiller, dans un accompagnement plus adapté et avec plus d'émotion, et qui va faire en sorte aussi que cette relation client, cette expérience que le client va vivre avec nous va être un peu sublimée. Alors, en fait, concrètement à EDF, ces outils, ils vont nous permettre, à travers des moteurs de recommandation, par exemple, permettre en fonction du profil, faire une proposition beaucoup plus pertinente au client. Et puis, pour le client aussi, c'est la façon d'avoir une offre ou un service le mieux adapté possible. Sur notre site internet, on a mis également Monsieur DevBot, qui est là pour répondre aux questions du client, et qui, à travers soit du texte, soit une capture d'écran, un lien qui va directement sur le site, lui donner un certain nombre d'informations. Et si le client, y compris s'identifie sur le site, aura des informations personnalisées, la date de sa relève, la date de sa prochaine facture, la date, la mensualité par exemple, qui va payer la fois prochaine. Donc on voit vraiment qu'on est en complémentarité, parce qu'au final, si le client n'arrive pas à avoir de réponse ou veut avoir un conseil, il peut toujours être en lien avec le conseiller à travers le live chat. Et ça marche plutôt bien, puisqu'on a 95% des clients qui sont satisfaits avec notre bot. Alors, vous parlez beaucoup de bots, de robots. Comment vous faites pour les implémenter, ces robots ? C'est des petits POC que vous faites et ensuite vous les industrialisez. C'est la grande question qu'on se pose tous. Comment, avec des masses de clients et des masses de volume, comment on arrive justement à industrialiser tous ces robots ?
Et en effet, alors on a recours à ce qu'on appelle soit des MVP, soit des POC, j'y reviendrai. Et quoi qu'il arrive dans la façon de tester, eh bien, on est toujours avec de l'humain à toutes les phases de l'intervention. Déjà au début, on va dire à l'origine d'un POC, à l'origine d'un bot ou d'autres solutions, eh bien, il y a toujours souvent soit une idée, une innovation, un besoin qui est remonté par le terrain, remonté par un conseiller, remonté par un expert. On développe aussi de plus en plus des idées qui sont remontées par nos clients à travers la plateforme EDF Pulse & You qui est mise à disposition sur Internet et qui permet de tester des idées ou qui permet à ce qu'on appelle nos pulseurs de remonter des idées et des suggestions ou alors peut-être une rupture technologique. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, eh bien, l'humain est au cœur parce que eh bien, ça va être un conseiller, on va organiser des séances de brainstorming, on va ensuite tester, on va entraîner nos bots avec des conseillers ou des experts et c'est vraiment extrêmement enrichissant et ça va permettre au début de faire un petit POC et puis derrière de développer. Donc dans la deuxième phase, en effet, puisque dans l'alimentation, dans l'entretien de ces bots, eh bien, l'humain est toujours là. Je vais raconter une anecdote, puisqu'on avait sur un de nos chatbots, les clients nous remontaient régulièrement un bug concernant la remontée des index avec les compteurs Linky. Donc on était persuadé que c'était un bug technique. On ne parle pas des compteurs Linky, si je peux me permettre. En ce moment, il y a Madame Lepage qui est en train de faire tout un buzz en disant qu'il faut les supprimer. Je ne commenterai pas cette information, mais de fait, ils existent aujourd'hui, il y en a plus de 10 millions. Donc quand un client aujourd'hui souhaite remonter son index à travers ce bot, eh bien, ça ne marchait pas. Et c'est un conseiller client qui a fait remarquer que non, il n'y avait pas de bug technique, mais simplement une spécificité au compteur Linky qui devait faire évoluer ce bot-là. Et dernière étape, en fait, le bot, dans la finalité, quoi qu'il arrive, c'est pour entretenir, enrichir cette relation avec le client, puisque ce qu'on cherche à avoir, c'est une information, une nouvelle posture que le conseiller notamment va pouvoir avoir pour sublimer cette relation avec le client. Ça va lui permettre, par exemple, d'avoir des informations sur est-ce que le client peut être intéressé a priori par une facture électronique. Donc, le conseiller, doté de cette information, eh bien, sera mieux armé pour savoir à quel moment le placer dans la conversation, ou également eh bien, d'avoir cette vision sur est-ce que le client a eu l'occasion de porter une réclamation sur un de nos bots. Donc il va avoir de plus en plus cette vision un peu plus 360. Parce que à EDF, en effet, on est vraiment persuadé que l'humain est vraiment partout et que c'est ça qui fait notre atout différenciant. Nos études de marketing le prouvent. Dans les forces, il y a vraiment le service client et l'humain qui est aujourd'hui en relation avec ce client, qui est vraiment l'atout différenciant d'EDF. On est persuadé que quelque part la technologie va nous permettre de créer cette relation beaucoup plus fluide, va attirer un client sur une nouveauté, mais vraiment ce qui attache la marque, c'est vraiment l'humain. On a entendu parler d'entretien de robots, peut-être de superviseurs de bots, de robots. On peut se mettre à rêver que demain on aura des téléconseillers qui seront capables de piloter des conversations, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient orales, peut-être avec les émotions aussi, et qu'on laisse le bot commencer à faire une conversation, puis le téléconseiller, l'expert, prend la main, apporte évidemment toute sa capacité d'empathie, d'émotion, tout ce qu'on est en train de dire, d'humour, et puis à un moment, on repasse au bot. Donc le métier évolue totalement, le téléconseiller devient augmenté, devient en fait un superviseur de bot, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est un peu ce qui est en train d'arriver chez EDF. Tout à fait. On a différents POC ou MVP. On va être sur du bot, sur du call bot, sur du voice bot. Enfin, voilà, Messenger bot. Voilà, Messenger bot. On est en train d'étudier aujourd'hui toutes les possibilités et de regarder en effet comment le conseiller peut intervenir dans ces relations qui vont permettre souvent de créer un premier lien ou de traiter ces tâches les plus automatiques. Et derrière, le conseiller peut intervenir quand il sent que quelque part, la conversation ne va pas pouvoir aboutir, la réclamation va ne pas pouvoir être traitée jusqu'au bout, ou qu'au contraire, il peut proposer un service qui va avoir une vraie valeur pour le client. On va avoir des parcours qui vont bien évoluer. J'ai oublié de vous rappeler que vous pouvez nous envoyer des questions. Vous tapez sur votre SMS le numéro qui est là, enfin sur votre portable le numéro qui est là.
ou vous utilisez les autres numéros qui vous sont donnés. Et on récupère les questions, on les posera tout à l'heure si on a un petit peu de temps. Alors, peut-être, Eric, Jean-Baptiste, il va rebondir. Un petit commentaire sur les bots. Parce qu'il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que si vous voulez mettre en place des bots, c'est jamais une bonne idée de mettre en place un bot juste pour en avoir un et pour faire comme les autres. Donc il faut vraiment, en amont, définir quels sont les besoins dans votre stratégie, dans votre diagnostic de satisfaction client. Peut-être qu'à un endroit, il y a un besoin, mais qu'il y a un besoin métier, sur lequel le bot est la bonne réponse. Mais ne jamais partir des outils, parce que c'est la meilleure façon de déployer des choses qui n'ont pas de sens. Et on a vu ça, et ça, on peut remonter 10, 15, 20 ans en arrière. On avait les mêmes choses avec d'autres sujets. Moi, j'ai vu il y a quelques années tout le monde qui voulait ses apps, puis tout le monde voulait sa page Facebook, etc., etc. Et en fait, c'est pas un brief pour une agence de le définir comme ça. La deuxième chose, c'est qu'un bot, au final, quand on voit un peu cette technique de supervision, à quel moment le conseiller va reprendre la main, etc., c'est jamais que ce qu'il y avait avant dans des classeurs avec un script et finalement un arbre de décision pour le conseiller, pour faire une conversation. C'est démultiplier cette expertise-là. Et c'est toujours important de comprendre, de revenir à des choses très simples, de bon sens, pour décomposer ce que va pouvoir faire un bot, parce que c'est ça qui va vous permettre d'identifier dans l'algorithme, notamment tout ce qu'on appelle Natural Language Processing, donc compréhension du texte, décomposition, etc., de comprendre quels vont être les points éventuels de faiblesse. Et ce qui est hyper important, c'est de savoir rendre spécifique votre bot, donc savoir lui apprendre le langage et le vocabulaire spécifique à votre métier. Et la seconde chose, de définir les process. Donc notamment les process où on sort du bot et on dit à un téléconseiller de prendre la main. Savoir dire aussi je ne sais pas dans le bot plutôt que de renvoyer quelque chose qui n'a pas de sens. Donc en fait, en 11 ans, nous, on s'est rendu compte que nos projets souvent de data science, qui soient très simples ou très avancés, c'était des projets de change management parce qu'on définissait des processus très humains de prise de décision. Et c'est ça, être capable de le dessiner presque sur une feuille A4, c'est ça le plus important dans un tel projet, pour que ça soit vraiment au service d'un besoin métier et que ça apporte une vraie valeur ajoutée. Alors pourquoi on parle autant aujourd'hui, Jean-Baptiste, d'intelligence artificielle, alors qu'il y a eu un printemps, un hiver dans les années 60, dans les années 80 ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2017, on ne parle plus que de ça ? On ouvre les journaux, il n'y a plus que ça. Est-ce que c'est à cause de cette masse de données qui est aujourd'hui disponible ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des puissances de calcul qui permettent de traiter ces données ? Est-ce qu'il y a plus de maturité dans les entreprises ? Qu'est-ce qui fait que ça y est, on va enfin être dans le printemps et dans l'été ? Remarquez, nous, on manque un peu de soleil aussi à Paris, mais est-ce que ça y est, c'est fait ? Aujourd'hui, c'est une lame de fond qui ne s'arrêtera jamais. Tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises vont être impactées. Et pour des data scientists comme vous, c'est un boulevard. Et alors j'ai deux réponses. J'ai la réponse cynique et la réponse un petit peu plus soft. Donc la réponse cynique, c'est que le marché de la data est un marché capital intensif. Donc il y a un fort intérêt pour beaucoup de monde à pousser ce sujet-là. Les termes de data scientist, de big data, etc., au début, c'est des RP qui viennent principalement d'IBM et de McKinsey. Donc il y a des mots comme ça qui accrochent. Et qui font qu'un marché s'emballe. Ceci dit, il y a un alignement des planètes aujourd'hui qui fait que toute la valeur sur le papier de la data peut se concrétiser. C'est une valeur qui existait probablement déjà il y a 30 ans, mais aujourd'hui on a accès à plus de sources de données. La capacité de calcul a augmenté en proportion. Et donc on a ce vrai potentiel-là et une valeur à essayer d'hybrider un peu tous les métiers traditionnels avec de la data. Savoir les nourrir ou les accélérer grâce à la data et surtout pas créer un nouveau silo qui serait celui de la data dans l'entreprise ou se dire que ça va tout remplacer. Et pour créer... et pourtant, hein, on nomme des digital... Chief Officer. Alors pour m'occuper du développement de notre filiale aux États-Unis, le marché est beaucoup plus mûr et en fait, je me retrouve avec des cas où il y a des nouveaux empires créés dans les entreprises avec
des objectifs peu alignés avec le reste. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui centralise le message, qui le porte, des personnes assez seniors. Après, avoir une équipe complètement indépendante des équipes métiers, pour moi, aujourd'hui, c'est une erreur parce qu'on n'est pas au service des métiers. Et quand tous les data hubs qui fonctionnent de cette façon, que je connais dans des grands groupes, y compris des data labs qui ont très bonne presse, qui sont cités comme des exemples, en fait, ont beaucoup de mal à marcher de cette façon-là parce que ça devient un prestat interne et souvent peu compétitif par rapport au prestat externe. Donc il vaut mieux réussir à infuser cette practice-là de la data, hybrider les métiers. Par contre, d'avoir un peu un chef d'orchestre qui va animer cette communauté, l'enrichir, porter ce message au niveau COMEX, c'est effectivement important. Le deuxième défaut qu'on voit aux États-Unis, c'est une approche très nez dans le guidon. Très, très micro, recherche de complexité, etc. Et on néglige souvent les méthodes sur lesquelles on peut prendre du recul et où la data peut réellement nourrir la pensée stratégique de l'entreprise. Et ça, c'est dommage. Et un des cas très concrets que nous, on recueille, qu'on connaît au quotidien, c'est que tout projet data, à un moment ou à un autre, vous devez recueillir de la donnée. Et quand c'est vraiment la partie sale boulot, il faut mettre les mains dans le cambouis. Mais c'est aussi une des parties où beaucoup de choses se jouent parce que toutes les données qui ont du sens ne sont pas forcément dans les systèmes. Et puis la qualité de la donnée réclame souvent de beaucoup nettoyer. Bah, c'est marrant parce qu'il y a des masses d'investissements énormes qui sont aujourd'hui investies pour les sources de données dites big data. Donc par exemple tout ce qui vient du digital, les cookies, etc. Et dans ces mêmes entreprises qui investissent des millions d'euros sur ces sources de données, parfois, on est incapable de retrouver un plan média de l'année précédente, ou en tout cas, il n'est pas requêtable comme une base de données, etc. Et je ne vous parle même pas des plans de trade marketing, d'animation, etc. Donc, on est obligé de faire l'archéologie sur de la donnée stratégique. Par contre, on sait que tel cookie a vu telle page, qu'on l'a A/B testé, etc. Donc il y a en termes de répartition des efforts, probablement des choses à réajuster. Et alors pour répondre à la dernière question sur la vague de fonds, oui, il y a cette valeur aujourd'hui est tellement reconnue que ça va arriver partout. Il y a dans certains secteurs, comme le secteur des médias, probablement qu'on n'a pas connu une situation de basculement du marché ou de redistribution des cartes en termes d'organisation industrielle, une telle situation depuis les années 50-60 et la révolution créative. Mais il faut faire attention à la hype. Je décrivais un peu cette courbe classique que Gartner sort chaque année sur toutes les nouvelles méthodes en marketing où ils disent il y a le pic de la hype et puis ensuite il y a le gouffre de la désillusion. Puis enfin, on peut trouver un plateau de productivité. La façon pour vous en tant qu'entreprise d'éviter d'avoir la hype et puis après la grosse désillusion et d'être directement sur le plateau de productivité, c'est encore et toujours de vous poser la question du pourquoi. Pourquoi je veux faire ça et comment la data peut nourrir ce besoin. Il n'y a pas d'urgence à avoir l'intelligence artificielle, notamment parce que toutes les entreprises ne maîtrisent pas encore tous les basiques de la data très descriptifs, très simples. Donc les projets d'intelligence artificielle, ils doivent être déployés à des endroits où il y a une vraie valeur à créer qui est identifiée en tant que telle. Et il n'y a rien de pire que d'aligner des POC, donc des proof of concept, sans aller marcher et faire à chaque fois un pas en avant, un pas de plus vers une vision au service du client final, avec ce côté win-win, voire win-win-win si on intègre dedans les vendeurs pour le retail, les conseillers, etc. etc. Ouais, donc en vous écoutant, en fait, destruction ou valeur ajoutée apportée par l'IA, c'est pas aussi simple. Hein. On sent que l'IA, faut y aller, sans parler de hype, faut y aller doucement. Hein. En fait, il faut y aller avec, et je rejoins ce que disait Jean-Baptiste, il faut y aller en sachant ce que l'on veut y trouver. Ouais. Il y a d'un côté, quelque part, une approche extrêmement technologique, extrêmement fine, qui n'est pas maîtrisée par tout le monde et qui repose sur quelques personnes, sur quelques connaissances, et dont il est important aujourd'hui de comprendre et d'arriver à savoir jusqu'où ça peut nous amener. Mais pour autant, en effet, il ne faut pas sombrer aux sirènes de l'intelligence artificielle et y aller pour y aller quand
quand on ne sait pas derrière, quelque part, ce que l'on souhaite proposer au client. Et il faut aussi être extrêmement vigilant dans la promesse qu'on va apporter au client, puisque quelque part, si on a l'ensemble de ces informations, de ces datas, au-delà de la question de la protection de ces données, et ça c'est extrêmement important, et à EDF on est extrêmement vigilant et soucieux des informations que le client nous confie, et donc d'être prudent dans leur accès. Pour autant, derrière, il ne faut pas donner l'impression qu'au client, on va leur faire des promesses qu'on ne saurait pas tenir, et que quelque part, des fois, une relation client plus classique, nourrie de cette chaleur humaine, de cette relation client, je dirais basique, mais bien réalisée, avec une bonne accessibilité, une bonne... voilà, c'est déjà très bien, plutôt que de multiplier, en effet, comme vous disiez, les solutions techniques qui ne seront pas maîtrisées. On voit aujourd'hui que le client, quelque part, a une profusion de canaux avec lesquels il peut nous contacter, et quelque part, c'est extrêmement destructeur de valeur, puisque si aujourd'hui, c'est vraiment le service client, comme je disais tout à l'heure, qui est souvent un atout différenciant dans une marque, une mauvaise relation client, dans une dernière étude le montrait, 61% des clients sont capables de changer de marque parce qu'il y a un défaut dans le service client. Et un défaut dans cette relation client peut être extrêmement destructeur de valeur, en effet. C'est vrai, mais j'ai envie de mettre les pieds dans le plat au moment de cette discussion. On a reçu à notre assemblée générale de la FRC Alibaba. Pendant qu'on est en train de se parler, Alibaba a embauché environ 10 000 développeurs en intelligence artificielle. Ils arrivent en Europe. Ils n'arrivent pas en Europe simplement pour faire du e-commerce. Ils arrivent en Europe parce qu'ils veulent maîtriser la Smart City. Ils veulent maîtriser tous les systèmes de paiement avec une reconnaissance faciale. Et en fait, on a l'impression qu'ils vont gérer notre quotidien, qu'ils vont contrôler de plus en plus le trafic routier dans une ville comme Paris. Vous me direz, ça sera très utile. Tout ce qu'on peut prédire comme achat aussi, et voir s'il n'y a pas des personas qui veulent... on va resegmenter en fait des consommateurs et leur imposer des produits. C'est ce qu'on a vu aussi au CES de Las Vegas. C'est-à-dire qu'on va vous mettre une publicité ou on va vous proposer un film en fonction de la reconnaissance faciale qu'on fait sur vous, votre âge... comment vous vous comportez, etc. Donc on sent qu'on va de plus en plus, avec l'intelligence artificielle, dominer notre quotidien et prendre le pas sur ce qu'on fait tous les jours. Non, enfin, il va être très présent, quoi, quand même, cette IA dans notre quotidien. Et des Chinois qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans, ici au Salon Stratégie Client, commencent à arriver fortement, quoi. Oui, alors... Je ne veux pas être extrémiste, hein. Mais, non, mais je veux juste la réalité. Alibaba, ça fonctionne aussi parce qu'il y a une vraie vision de ce qu'est le retail. Et donc, ensuite, effectivement, ils déploient des moyens monstrueux pour tout aligner. Mais quand on voit les usages du mobile, notamment en Asie, le côté end-to-end de la relation client, c'est assez impressionnant, mais parce que c'est au service d'une expérience client. Après, la question qui se pose aujourd'hui, et aussi avec Google et Facebook, c'est que y a le risque, il y a deux risques aujourd'hui. Il y a un risque qui est un risque de position dominante. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui réclament une maîtrise de la data telle que très peu d'acteurs sont capables d'investir autant. Donc si on parle de la publicité digitale, il y a une nouvelle loi récente, Macron-Sapin, pour essayer de faire rentrer sous le chapeau de la loi Sapin et donc de maîtriser les commissions en achat d'espace publicitaire qui vient d'arriver sur la publicité digitale. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est achat d'espace digital programmatique crée un vrai flou, et puis tout le monde venait remplacer les commissions par plutôt des frais technologiques. Et là où la commission sur du offline est bornée à 15%, en fait, quand vous payez 100 en publicité digitale, il y en a 40 seulement qui arrivent dans la poche de l'éditeur. Donc il y a une vraie perte en ligne, etc. Donc aujourd'hui, et le gros coup de com' autour du sujet, c'est P&G qui l'année dernière dit en gros, il y a trop de fraude digitale, on n'est pas persuadé de l'efficacité, on coupe tout. Et donc ça a été un peu l'électrochoc dans le secteur. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie demande de transparence. Les acteurs qui ont aujourd'hui la taille critique
pour proposer une vraie transparence data, progresser sur ce sujet-là, etc., c'est essentiellement Google et Facebook. On a beau avoir des gros sujets aujourd'hui sur leur transparence, etc. Dans les faits, quand on recueille de la donnée pour faire du calcul de ROI, piloter les investissements, etc., les endroits où la donnée est disponible, propre, ou en tout cas il y a une vraie organisation sur le sujet, des systèmes qui sont montés, etc., c'est Google et Facebook. Et en fait, ça va... vous avez toujours comme ça des effets de réseau ou des effets de position dominante qui font que le marché, qui est déjà à plus de 70% sur ces deux noms-là en publicité digitale, va continuer à se polariser vers eux. Et donc ça, oui, ça crée un problème parce qu'il y a un côté ensuite... et les Chinois, les Chinois qui se positionnent aussi sur le cloud. Oui. Alors là, on parle de publicité digitale. Après, si on va, on peut parler de WeChat, qui est en position ultra dominante en Chine sur le mobile, le commerce mobile, etc. Donc ça crée cette polarisation-là. Et le deuxième risque qui peut, du coup, s'il est combiné, devient un peu embêtant pour le consommateur final, c'est d'uniformiser les comportements. On en a beaucoup parlé pendant les élections américaines avec le fait de servir à des gens détectés comme républicains que du contenu républicain et puis aux démocrates que du contenu démocrate. Et ça, je pense qu'il faut avoir confiance aussi dans l'humain pour un peu demander plus que ça et un peu réenchanter la relation client. C'est un data scientist qui nous dit ça, c'est notre sujet aujourd'hui, c'est avoir confiance dans l'humain. Oui, alors peut-être qu'on sera un petit peu seul, mais... je pense que c'était quand même le sujet. C'est pour ça, c'est bien. Non, mais je prends l'exemple des algorithmes de recommandation par exemple, de Amazon. C'est quelque chose qui est admiré, qui est très diffusé, et puis on le voit ailleurs, Netflix, LinkedIn, etc. En même temps, il y a de plus en plus de questions sur est-ce qu'on ne se limite pas. Et par exemple, moi personnellement, quand je vais acheter un bouquin business, je vais sur Amazon parce que effectivement, ça me fait un peu ma présélection sur un thème donné. On sait tous que les bouquins business, on pourrait probablement tous les résumer en 5 pages. Donc j'ai envie d'avoir cette overview et puis d'être livré sur des bouquins en anglais, etc., etc. Quand je veux m'acheter un roman, je suis un petit peu plus embêté avec l'algorithme de recommandation parce que j'ai pas la même expérience client que quand je vais chez mon libraire de quartier qui a mis des annotations sur des jaquettes, etc. et qui est capable de faire ça. Donc un bon algorithme de recommandation qui arriverait à être dans le meilleur des deux mondes, c'est quoi? On a eu le cas, nous, avec une marque de luxe en cosmétique. On a cette chance de travailler beaucoup avec des marques de luxe parce qu'ils sont très très exigeants sur la relation humaine, parce que in fine c'est le vendeur qui a cette relation. Et on travaillait pour une marque de cosmétiques dont le positionnement reposait entièrement sur ce qu'ils appellent les make-up artists et cette relation unique. Et en même temps, ils avaient un tel volume, ça marchait tellement bien qu'ils généraient de l'insatisfaction en boutique parce qu'il y avait peu d'accès aux make-up artistes. Donc nous, on leur dit, il y a peut-être une façon d'introduire un moteur de recommandation là-dedans. Non, jamais ça chez nous, parce que le make-up artiste, pour chaque individu, il va trouver un truc un peu différent, etc. La solution, c'est d'utiliser ces mêmes algorithmes, mais d'y mettre une couche d'éditorial dessus. Se dire, je ne pousse pas juste comme le ferait Amazon les 3 produits les plus proches du premier produit que vous avez acheté. Je suis réellement une routine de maquillage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le data scientist doit connaître la routine de maquillage, les 11 étapes pour le truc un peu centré, etc. Prime, foundation, etc. etc. Et moi, je demande à mes équipes de faire ça parce que sinon, on est incapable d'avoir une recommandation qui fait sens. Et si vous suivez ça et qu'à chaque étape, vous dites j'informe le client sur le fait que c'est une recommandation, ou je lui laisse le choix entre une recommandation sur son passé d'achat ou une recommandation plus ligne éditoriale. Quels sont les produits que nos make-up artistes recommandent aujourd'hui? Et je flèche la recommandation. J'explique pourquoi je recommande celui-là. Je te propose 3 choix, mais celui-là, c'est plus parce que tu vas être dans une harmonie classique de couleurs. Celle-ci, ça va être plus faire ressortir les yeux, avoir quelque chose de plus original. Et celle-ci, c'est ma recommandation du make-up artiste, parce qu'aujourd'hui, pour se différencier... Et bien là, on apporte une vraie valeur qui est à mi-chemin entre les deux. Et je pense que la façon pour les marques, quand tout le monde sera équipé de ces moteurs-là, quand tout le monde sera sur l'IA, la façon de se démarquer, ce sera dans le retour à la réalité. Comment on réenchante l'expérience client. Merveilleux de l'entendre. C'est extraordinaire. Est-ce que vous avez d'autres marques à nous citer vous travaillez beaucoup pour le luxe, peut-être dans l'automobile aussi, non? Oui, alors l'automobile, c'est un peu... l'automobile, ça pose pas mal de questions parce qu'on a aujourd'hui le véhicule connecté
qui pose notamment des questions qui met bien le doigt sur la question à se poser quand on attaque une démarche d'intelligence artificielle. Parce que, vous l'avez dit très justement tout à l'heure, on ne peut pas trouver si on ne sait pas ce qu'on cherche. Or, en automobile, avec le véhicule connecté, on génère tellement de données que le coût de recueil de ces données, puisque les données sont transmises par le réseau 4G, serait trop important si on remontait tout, et puis même le coût de stockage, etc. Donc il faut faire des choix. Et pour faire des choix, il faut savoir anticiper quels vont être les besoins. Et quand vous avez des données de capteurs sur un véhicule, c'est très complexe, parce que qu'est-ce qui est de l'important? C'est la donnée instantanée, c'est quand on a une valeur hors norme, c'est la valeur moyenne, la valeur au démarrage, etc. Et donc, penser un peu comment on va faire cette maintenance prédictive ou cette assistance du client sur le véhicule embarqué, c'est extrêmement important. C'est aussi un cas qui montre que toute la puissance aujourd'hui de l'open source, mais aussi l'importance du hardware, parce que une des grandes révolutions pour le coup, c'est qu'il y a 10 ans, vous étiez obligé de choisir une technologie avec un éditeur, etc. Aujourd'hui, la plupart des algorithmes sont open source. C'est-à-dire que les profils que vous devez recruter, c'est plutôt des gens qui sont très débrouillards pour adapter, réutiliser des bouts de code qui existent à droite à gauche, plutôt que quelqu'un qui est très vertical sur une technologie. La bonne nouvelle, c'est que ça peut coûter moins cher. Après, dès qu'on parle de hardware sur les véhicules embarqués, sur l'intelligence embarquée dans les véhicules, en fait, le hardware détermine le soft qu'on peut appliquer. Moi, je connais des startups qui sont brillantes sur l'algorithme embarqué, savoir l'alléger, etc., etc., mais qui aujourd'hui ont une barrière à l'entrée infranchissable sur le véhicule connecté, parce que c'est l'éditeur du hardware, NVIDIA notamment, sur tout ce qui est puissance de calcul, qui a la main sur tout ce qui va être le framework pour l'utiliser. Je vous propose de prendre quelques questions qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à continuer à en poser avec les numéros qui sont là. Donc, c'est des questions pour Gaël. Comment passer du bot en mode MVP, comme on en parlait tout à l'heure, au bot industriel, je ne sais pas si on a un peu répondu. Et puis, une autre question, le fait que vos clients vous remontent des bugs sur les bots ou des demandes ne soient pas traitées, peut-être que ça peut aussi créer de l'insatisfaction. Est-ce que le bot ne crée pas de l'insatisfaction Alors, du coup, le bot, comme on disait, de toute façon, toute solution, tout ce qui doit être testé ou mis en œuvre aujourd'hui et en interface avec notre client doit être, je dirais, le plus réussi possible. On le voit aujourd'hui que le EDF Bot qui est disponible sur notre site internet, comme je disais tout à l'heure, il est à 95%, il satisfait nos clients. Donc c'est plutôt aujourd'hui une réussite. Ça n'empêche qu'il faut continuer de l'améliorer. Pour autant, on n'est jamais à l'abri, en effet, quand on va tester quelque part un callbot, un voicebot ou une nouvelle solution, qu'on ait un peu d'insatisfaction. Eh bien, c'est là où il y a quelque part une relation qui s'établit avec notre client. Je disais tout à l'heure, en effet, on fait intervenir le collaborateur, on fait intervenir le client aussi pour progresser dans notre relation client. Je citais tout à l'heure EDF Pulse & You, donc cette plateforme qui est mise à disposition sur Internet pour pouvoir justement les faire réagir. Très belle plateforme de co-création où les consommateurs participent justement tout à fait. On travaille en effet, alors, il y a plusieurs milliers de pulseurs et également travailler avec des dizaines de startups. Et l'idée, c'est de travailler ensemble à l'évolution de cette relation client, à l'évolution des solutions qu'on peut leur proposer. Et c'est très large. On a pu tester par exemple avec une startup une lampe connectée. On va aussi les interroger sur comment vous voyez demain, comment vous facilitez la vie au quotidien, ou au contraire, ça veut dire quoi vieillir au quotidien et comment on peut vous aider. Donc, quelque part, on est aujourd'hui dans une interaction plus profonde avec nos clients pour faire en sorte d'évoluer ensemble, évoluer aussi des fois quand on a des dysfonctionnements et on remercie souvent nos clients quand il y a un dysfonctionnement qui remonte. On parle beaucoup d'intelligence artificielle et effectivement de technologie parce que derrière, il y a vraiment de la technologie. Puisque on parlait aussi d'expérience collaborateur. Je pense que toutes ces évolutions, ces mises à disposition de l'information, cette interaction plus forte avec le client, elle entraîne également des évolutions dans nos modes de management et dans les attentes des conseillers et des salariés plus généralement. Et je pense que ça, c'est un autre également enjeu pour les entreprises parce qu'on voit que finalement, derrière, pour arriver à... On parle beaucoup de réenchantement de la relation client et de notre relation avec le client, mais il y a aussi la réenchantement du métier de conseiller, réenchantement du salarié dans son entreprise, l'engagement. C'est comment, en effet, arriver à... Réenchantement de l'entreprise tout court,
Voilà, comment arriver à faire en sorte qu'un salarié est heureux dans son entreprise, va s'épanouir, être engagé quand ces modes de mise à disposition de l'information bousculent les liens hiérarchiques, bousculent en effet ce prix de l'information. Donc comment arriver à travailler pour aller vers plus de responsabilisation, d'autonomie du conseiller ou du salarié en général. Et ça, je pense que c'est un véritable enjeu aussi pour les entreprises. Alors justement, oui. Alors peut-être juste un point là-dessus, c'est que les métiers à haute expertise qui touchent à la data ou pas, mais se prêtent bien à l'intelligence artificielle ou l'intervention de la data, parce qu'on se rend compte qu'avec la multiplication des sources de données, c'est des profils qui passent 90% de leur temps à faire du travail de nettoyage, de tri, etc. Et finalement, c'est des métiers qui deviennent assez frustrants parce qu'ils ont seulement 10% de leur temps à passer sur les tâches avec la plus forte valeur ajoutée, sur la vraie relation avec le client, etc. Donc l'idée, c'est de commencer, non pas en se disant on va les remplacer, mais déjà en se disant comment on leur dégage plus de temps pour qu'ils apportent cette touche, cette patte qu'ils ont à peine le temps de faire aujourd'hui, ou qu'ils le fassent sur plus de cas, et donc en nettoyant tous les process amont qui sont très consommateurs de temps. Là, j'ai une question qui arrive, c'est en vous écoutant, vous avez la réponse. Quel avenir pour l'humain? On n'est pas prêt de détruire des emplois en vous écoutant. Au contraire, on va en créer plus, on va monter en compétences. Il y a un déplacement finalement du poids et de l'expertise. Donc il y a un besoin de formation pour que tout le monde soit capable un peu d'hybrider son expertise. Pas la peine de savoir coder, mais il faut être... la Harvard Business Review appelait ça un informed skeptic. Donc quelqu'un qui est capable de comprendre ce que sont ces algorithmes-là, d'avoir assez de recul pour savoir quand est-ce qu'ils marchent et quand est-ce qu'il faut les challenger. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment parler d'acculturation, donc vraiment animer une communauté, pas seulement des data scientists, mais tous les gens qui vont être utilisateurs ou clients final. Donc ça, c'est une première chose. Il y a un déplacement donc, du temps de travail vers des tâches qu'on espère à plus forte valeur ajoutée. Il peut y avoir quand même réduction des équipes parce que tout ce travail de traitement, etc., va être automatisé. Ou création de nouveaux emplois. Hein. Voilà, création de nouveaux emplois. On parlait tout à l'heure sur cette façon voilà, assistant bot, mais dans les modes par exemple sur la création publicitaire, ça change complètement les modes de création. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des briefs créatifs une fois, je sais pas, tous les mois, tous les trimestres, et d'avoir, en fait, avec de l'hyper-personnalisation, on doit être en continu dans la création de contenu. Et donc, on peut avoir en interne très bien un studio qui va travailler sur cette création de contenu adapté à des nouveaux scénarios. Donc, on peut aussi avoir des nouveaux métiers qui sont créés par ces sujets de la data. Et donc, en tout état de cause, c'est pas un objectif de remplacer des métiers. Par contre, je peux vous dire que la pire expérience qu'on a, nous, en termes de livrer une mission, c'est dans le secteur de l'assurance, sur des métiers à forte expertise, un projet qui a été lancé par le COMEX, et on n'a pas fait attention à une chose, c'était à la façon dont le projet a été communiqué à ces experts-là, qui sont des cadres d'assez bon niveau, etc. Et quand on s'est retrouvé à présenter le projet, il y a un tel buzz autour de tous ces métiers qui vont être remplacés par les robots qu'on s'est fait accueillir, mais on s'est fait littéralement huer avant de présenter les résultats et d'expliquer que en fait, c'était pour leur rendre service et leur donner de nouveaux outils. Voilà. Et donc, il faut faire très attention à cette logique d'adoption, de communication interne, de ce que ça peut faire et comment c'est là au service des experts et donc les associer au design. En fait. Si vous complétez, sinon j'ai d'autres questions qui arrivent. Comment favoriser l'émotion quand on a des collaborateurs qui sont régulièrement soumis au stress, aux exigences de productivité? On a envie de dire, laissons aux bots gérer tous les flux, surtout la nuit. Je pense que, quelque part, d'un côté, en effet, l'intelligence artificielle et toutes ces solutions doivent permettre de traiter les tâches, comme je disais tout à l'heure, plus administratives, répétitives, rentrer des informations qui finalement n'ont pas d'intérêt pour le conseiller, n'ont pas d'intérêt pour le client. Enfin, ça doit permettre de vraiment pouvoir concentrer le conseiller sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, être sur du conseil, être ce qui va faire en effet l'effet waouh qui est important chez nous. Et donc, alors on va lui enlever du stress, on va lui enlever en tout cas le côté un peu répétitif.
collectif et on va vraiment le montrer que quelque part, il a un rôle à jouer dans cette relation et dans cette très satisfaction qu'il doit créer, très satisfaction qui est vraiment synonyme d'engagement. Derrière, ça fait un peu partie de l'enjeu dont je parlais tout à l'heure sur la responsabilisation et l'autonomie en effet du conseiller quelque part dans un métier qui peut être extrêmement processé, industrialisé, organisé pour pouvoir faire en sorte de pouvoir accueillir aussi nos clients dans de bonnes conditions parce que je dirais qu'il y a quelque part aussi, ça développe chez vous, chez nos clients comme chez nous tous, une envie d'immédiateté, de rapidité, d'efficacité, eh bien, il faut rentrer cette notion de... Le sentiment que le conseiller va pouvoir être maître de son destin. On réfléchit à EDF à des solutions, par exemple, d'être maître de sa planification. Ah oui. C'est quelque chose dans le métier de conseiller, en effet, qui est extrêmement un irritant fort, puisque quelque part, alors qu'on est censé être libre, on a un métier extrêmement organisé. Eh bien, on réfléchit à des solutions et on travaille avec une start-up pour réfléchir à voir comment le conseiller peut être acteur de sa planification et donc ainsi être plus impliqué, en effet, dans son travail au quotidien. Je terminerai sur un dernier point. On parle beaucoup de bots, mais il y a derrière aussi des solutions de chat. Et finalement, on va toucher là des savoir-faire des fois un peu plus classiques et oubliés, qui sont juste l'orthographe. Tout simplement, quand vous faites du chat avec EDF, c'est pas le même chat que vous allez faire avec vos amis. Donc, on va être sur du français, sur de l'orthographe, sur du classique. Et quelque part, eh bien, on a dans un de nos CRC la Minute Martine. Donc, on a une conseillère, Martine, qui est d'un certain âge, bien, Martine, qui a une expérience en français et qui, du coup, eh bien, diffuse cette information à l'ensemble des autres conseillers. Donc, elle fait sa Minute Martine. Et quelque part, eh bien, ça crée de la fierté aussi au sein des équipes et de la solidité au sein des collectifs. Le temps presse. Je prends une dernière question pour Jean-Baptiste. Est-ce que ces enjeux sont différents dans d'autres secteurs d'activité? On pense à l'économie sociale et solidaire, on pense aux ONG. Eux aussi, de toute façon, ils vont être impactés par ces technologies. Alors, il y a pas mal de questions. Enfin, sur on va dire, les levées de fonds pour les ONG, etc., c'est une problématique marketing relativement classique. Et après, c'est certain que dans l'identification, la compréhension des problématiques et l'identification des solutions, il n'y a pas de raison que la donnée ne puisse pas apporter quelque chose. Je vous invite à voir si vous voulez vraiment voir du data storytelling, je vous invite à aller regarder sur TED une conférence d'un scientifique qui, alors je ne sais pas s'il était suédois ou allemand, et il est décédé depuis, mais qui avait fait un gros travail pour consolider les sources de données gouvernementales et qui raconte finalement toute l'évolution des pays, les développements, les problématiques, etc., avec des mappings dynamiques et qui commente ça comme une course de chevaux presque. Et c'est quelqu'un qui a fait énormément de bien dans l'identification de ces trajectoires de développement, les zones à risque en termes de santé publique, etc., même anticipation sur les problèmes pour nourrir une population, etc. Et ce data storytelling, en fait, aujourd'hui, de la même façon, c'est de la data assez agrégée et qui est très dur à construire et qui est un bon exemple de comment nourrir les politiques gouvernementales, identifier les endroits où il va falloir anticiper et placer ses efforts. Pour conclure, chacun un mot de la fin pour donner quelques conseils à nos amis entreprises qui sont dans la salle. Qu'est-ce que vous leur préconisez? Si vous avez un ou deux conseils à leur faire, bon, placez l'humain au centre, ça on a compris. Est-ce que vous avez d'autres conseils à formaliser? Alors, je laisserai le mot de la fin à Gaël. Moi, je vais dire 3 conseils un peu sur la bonne séquence. On risque de me répéter un peu. Mais toujours vous demander pourquoi, à quoi va servir l'approche data. Et donc ça réclame de mapper vraiment les processus de décision ou les parcours clients, etc. Et de se dire à quel endroit j'ai quelque chose qui peut faire la différence, qui va vraiment s'aligner et servir un but plus général de l'entreprise. La deuxième chose, c'est effectivement l'humain. Et donc, par quoi commencer? Ne commencez pas en disant « je vais monter un data lab » en recrutant des data scientists juniors. Recrutez d'abord le chef d'orchestre, ce fameux informed skeptic, parce que l'acculturation, la capacité à jongler avec plein de technologies, c'est ça le plus important au début. Et le troisième point, ce sont les processus, pour qu'ensuite il y ait un vrai
tout ça soit vivant, il faut réussir à l'insérer de manière fluide dans des processus, si possible existants, parce que si vous créez des nouveaux processus, il y aura un problème d'adoption. Donc pensez adoption, comment je vais réussir à insérer cette data et ces modèles-là dans des modes de prise de décision. Et donc du coup, je ne cite pas, et c'est volontaire, la technologie, parce que quand ces 3 points-là sont bien définis, la technologie, c'est facile et on peut s'adapter. Il n'y a pas un meilleur outil qu'un autre. C'est facile. Quand on a bien défini la question, c'est facile de gérer le côté technique. Gaëlle, le mot de la fin. Alors, du coup, quelques conseils. Moi, tout d'abord, dans l'ensemble de ces technologies, je pense qu'on l'a vu tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'avoir une vision sur ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre société? Est-ce qu'on veut conquérir des clients? Est-ce qu'on veut fidéliser des clients? Est-ce qu'on veut créer de la valeur? Est-ce qu'on veut faire de l'upsell, du cross-sell? Je pense que c'est extrêmement important de savoir ce qu'on veut faire pour derrière regarder dans les différentes technologies et solutions celle qui sera la plus adaptée. Être tout le temps en veille, mais en même temps avoir un côté très pragmatique pour faire en sorte en effet de bien pouvoir tester derrière, ça c'est un autre point, quand vous allez tester, de pouvoir vraiment construire les conditions d'un REX qui vont vous permettre aussi de pouvoir prendre des décisions. Et pour finir, le plus important, en effet, c'est que souvent, ce qui va ressortir, c'est que c'est des idées que vous aviez déjà, des idées que vos salariés ont peut-être déjà, que vos conseillers ont, ou que vos clients également ont déjà. Et donc, l'important, c'est l'humain. Mettre en place l'humain au sein de l'ensemble de vos processus, impliqués parce que souvent, ces idées, comme je dis, on les a dans nos équipes, donc on n'a pas forcément besoin d'aller chercher des ressources ailleurs. Et du coup, c'est aussi synonyme d'engagement, parce que quelque part, une vraie idée, une vraie satisfaction client ou une vraie réussite client, c'est quand vous avez des personnes engagées au sein des équipes. Merci à tous les deux. Merci Gaëlle Salin, on l'applaudit très fort. Et merci Jean-Baptiste Bouziz. Vive l'émotion au cœur de l'expérience client. Je vous donne rendez-vous pour ce qui concerne la FRC au Palme de la relation client en octobre. À très bientôt et beau salon. Merci.